Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde sur les risques climatiques. Quels enjeux et quelles actions d'adaptation? Alors, vaste sujet, on ne traitera pas tout en 20 minutes, bien évidemment. J'ai avec moi deux experts et vous verrez, ils ont chacun leur angle et leur focale. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Aimès, qui est cofondateur de Numérisque. Bonjour. Bienvenue Paul. Et Marc Rigolo, directeur de Fondation Maïf. Bonjour. Bonjour Marc. Alors peut-être première question, je m'adresserai à Marc. Marc, est-ce que tu peux décrire et expliquer ce qu'est le rôle et la vocation de Fondation Maïf? Alors Fondation Maïf est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a une trentaine d'années par la Maïf, qui donc de par ses statuts a un champ d'action qui est déterminé à l'avance, qui est la compréhension, la connaissance des risques et la recherche de solutions innovantes en matière de prévention des risques. Et on travaille dans 4 grands domaines. La mobilité en général, ça va de la voiture autonome à la trottinette pour faire court. La vie quotidienne et les accidents de la vie quotidienne. Alors ça va de la chute de toit à la brûlure, à l'accident de ski. Les risques numériques, donc la donnée, les conséquences de perte ou de vol de données indirectes sur l'individu et ses biens. Et puis bien sûr, ce qu'on appelle nous les risques naturels, même si aujourd'hui on parle de risques climatiques, c'est-à-dire ça va des séismes au volcanisme, à la grêle et aux tempêtes, cyclones et inondations. Voilà. Merci Marc. Paul, Numérisque, du coup, c'est quoi la proposition de valeur, la mission de Numérisque que tu as cofondée il y a quelques temps déjà? En 2019, oui. Donc Numérisque est une start-up, un bureau d'études qui s'inscrit dans la lignée des initiatives qui sont arrivées après Xintia en 2010, où beaucoup de travaux de recherche et de développement ont été mis en place par des institutionnels publics et privés pour faire face à ce genre de situation, et nous nous adressons aux collectivités. Les collectivités qui sont exposées à des risques ou concernées par des plans de prévention des risques majeurs doivent mettre en place un document qui est le plan communal de sauvegarde. Et ce document, qui est un peu leur document de référence pour faire face aux événements climatiques, naturels, technologiques, rencontre et propose de lourdes contraintes de mise en place et de mise à jour. Et donc pour faire face à ces contraintes, nous avons développé un écosystème d'outils numériques, donc une suite d'outils qui a donc Numérisque PCS, Numérisque PICS, qui vise à mettre en place ces plans, à pouvoir faciliter la standardisation des données qu'on retrouve dans ces plans de sauvegarde. Donc il y a plus d'une centaine de jeux de données sur les enjeux, notamment les populations, les activités économiques, et comment faciliter l'appropriation de ces plans par les élus et les agents. Souvent, on s'adresse à des personnes non expertes dans le domaine, notamment chez les petites et moyennes collectivités. Et Numérisque a été pensé en premier lieu pour s'adresser à ces communes et les accompagner au mieux à travers des outils numériques, mais aussi, on va dire, une expertise qu'on leur propose dans la conception de ces plans. D'accord, merci. Peut-être je voudrais qu'on zoome un petit peu sur les risques climatiques et notamment les enjeux. Marc, vous avez financé un certain nombre d'études et de projets de recherche à la Fondation Maïf. Quels enseignements tu tires de ces projets de recherche, que ce soit en termes peut-être de culture du risque, en termes d'enjeux, en termes de comportement? Alors oui, on soutient des projets de recherche à la fois sur les comportements en cas de crise, mais également les comportements en amont des crises, notamment les choix sur l'habitat, les choix structurants de l'aménagement du territoire, etc. etc. Ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est que quand on regarde les scénarios des courbes du GIEC, du réchauffement climatique, et qu'on les regarde avec maintenant beaucoup de recul, et qu'on voit, il y a à peu près 4 ou 5 scénarios, vous avez 4 ou 5 courbes. Alors on nous parle toujours de 1,5 degré, qui est la courbe optimiste, mais quand on regarde ce qui se passe concrètement depuis le début, on suit parfaitement la courbe la pire. Pour être très très clair, c'est la courbe à 4 ou 5 degrés, et on la suit allègrement, malgré tout ce qui peut se faire. Donc on va quand même sur des scénarios un peu compliqués. Notamment parce que c'est une moyenne et sur certains territoires, ça pourrait être pire que la moyenne et on fait partie probablement de ces territoires. Donc ça a des conséquences larges sur les événements climatiques qui pourraient se produire. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est là-dessus que nous on travaille, c'est que pour moi, il y a 2 sujets. Il y a un sujet prévention et un sujet résilience. Alors aujourd'hui, on mélange un peu les deux. Il y a la journée du 13 octobre, c'est une journée sur la résilience face au risque qui va se passer en France. Et en gros, la résilience, c'est préparer les gens
à ce que ça se passe le mieux possible quand la catastrophe va arriver. Donc c'est très bien. Donc ça, les PCS, les plans de sauvegarde rentrent là-dedans, etc., etc. Mais un des problèmes que nous on constate, et d'ailleurs c'est pas que nous, il y a des études de la CCR, la Caisse de réassurance, qui le prouvent, c'est qu'aujourd'hui les surcoûts en assurance qui vont se produire dans les années qui viennent sont au moins pour un tiers non pas liés au réchauffement climatique, mais liés à l'aménagement du territoire. Au fait que les populations, les écosystèmes, les élus, les collectivités, tous les acteurs concernés finalement acceptent d'une certaine façon qu'on continue à se mettre dans les zones basses, dans les zones à risque, dans les zones où de toute façon on va avoir d'énormes problèmes. Et ça, malgré un certain nombre de réglementations ou de choix qui ont été mis en œuvre. On a par exemple une obligation de l'information de l'acquéreur locataire qui doit être faite par les agences et par toutes les personnes qui se situent à un moment quand vous allez louer ou acheter un bien, qui est peu, mal ou pas faite. Vous avez des plans de prévention des risques qui sont là pour expliquer aux populations les zones à risque, essayer de mettre en place des solutions pour atténuer ce risque, etc. etc. C'est très bien, tout ça, il faut le faire, c'est très très bien. Nous, ce qu'on constate dans nos études, par exemple, c'est que dans des communes équivalentes où il y a eu des plans de prévention des risques et d'autres communes où il n'y a pas eu de plan de prévention des risques, on a un habitat qui s'est densifié plus fortement en zone à risque dans les communes où il y a eu des PPRI. Autrement dit, les plans de prévention des risques peuvent permettre de réhabiliter des zones à risque parce qu'on va dire aux gens de construire avec un peu sur pilotis ou de construire avec des sorties de toit ou parce qu'on va mettre une digue ou un étang de rétention en amont de la commune, on va se permettre alors, dans ces communes-là, de construire dans des zones où d'autres communes ne se seraient pas permis de le faire. Donc il y a des effets un peu contre-productifs de tout ça parce que finalement l'écosystème de l'habitat qui va de la population qui a envie d'avoir un bien près de la rivière ou sur la plage avec une belle vue, si possible un bien sur du foncier pas trop cher, ça tombe bien, le foncier en zone basse il est un peu moins cher, mais il y a de bonnes raisons pour ça, historiques. Donc ça favorise tout ça et l'écosystème, l'agence, le vendeur, le notaire qui apparaît à la fin du cycle et qui donne l'information au moment où vous avez déjà fait votre emprunt et en fait finalement vous ne pouvez plus reculer. Tout ça fait que finalement ces choix sont faits et qu'on a une densification de ces zones à un moment où on sait qu'à 10, 20 ans, ces zones seront des zones où il n'y aura plus beaucoup d'aléas et où il y aura peut-être de l'eau tous les ans. Ce qui posera à terme la question de l'assurabilité de ces zones et de la valeur des biens. Donc, je pense que c'est une vraie réflexion de fond. C'est pour ça que je pense que moi, je défends un peu l'idée qu'il faudrait que tout le monde sur ce champ-là se responsabilise un peu. Parce que si on continue aujourd'hui à installer des gens dans des zones très à risque, dans 10 ou 20 ans, ils vont se retourner vers ceux qui auront autorisé ça, les collectivités, etc., pour manifester leur mécontentement, surtout si leur maison a perdu la moitié de sa valeur. Parce que c'est ce qui risque de se passer. Si à un moment, les assureurs, d'une façon ou d'une autre, sortent de ce marché-là, ce qui est déjà un peu le cas aujourd'hui, même si personne ne le dit, l'assurance est basée sur un système de solidarité et de mutualisation. Aujourd'hui, vous avez des zones où vous payez 4 fois le prix que vous devriez payer, voire 5 fois le prix que vous devriez payer pour assurer votre bien. À d'autres zones, vous payez 4 fois moins cher. Il vaut mieux assurer une maison à Angoulême parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques d'inondation, mais vous payez 4 fois plus cher pour pouvoir rembourser le risque dans le sud, là où on sait que les coûts sont très très importants. Donc cette solidarité, cette péréquation qui fonctionne aujourd'hui, elle ne fonctionne que tant que tous les assureurs et que tous les acteurs jouent le jeu de la solidarité. Si vous avez des acteurs qui incidemment, discrètement, hypocritement commencent à élever leurs tarifs fortement dans ces zones à risque, vous allez avoir tous les gens dans ces zones qui vont se reporter sur les seuls assureurs qui restent, ceux qui assurent ces zones-là, mais qui financent cette assurance par des prix plus élevés sur les zones sans risque. Le problème, c'est que les assureurs qui vont sortir de ces zones, ils vont aller sur les zones sans risque avec des tarifs bien plus compétitifs, parce qu'ils n'auront pas assumé les coûts de mutualisation. Le constat que ça peut faire, c'est ce qu'on appelle l'antisélection en assurance. Ça veut dire qu'à terme, qu'on le veuille ou non, et même si des acteurs veulent jouer le jeu de la solidarité, si on ne réglemente pas, si on ne régule pas tout ce phénomène-là, il y aura des zones qui seront probablement plus assurables, même pour des assureurs qui voudraient les assurer. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments complexes. Il faut faire de la prévention, il faut que dans ces zones-là, les gens qui sont déjà installés puissent mieux se préparer à ces événements. Mais on voit qu'il va se passer des choses qui sont peut-être un peu compliquées dans les 10-20 ans qui viennent. Merci Marc pour ce regard. Paul, de ton côté, quelle est ta vision sur les enjeux climatiques de par ton prisme avec Numérisque notamment ? De ce que j'ai pu comprendre, il y avait on va dire, environ 17 millions d'habitants qui étaient exposés au seul risque inondation.
Notamment, on connaît l'attractivité des littoraux. Sur une projection de quelques dizaines d'années, on se demande si ces territoires seront toujours assurables, toujours habitables aussi également. Et d'un point de vue économique, il me semble que c'est 1 ou 2 millions d'emplois qui sont sur des zones exposées au risque d'inondation. Donc voilà, il y a des vrais enjeux sur le sol, sur cette aléa en tout cas. Nous, aujourd'hui, on va plus intervenir sur le pendant. On voit que la trajectoire ne va pas changer brusquement sur l'intensité des phénomènes. Et donc, c'est comment faire en sorte que les collectivités, et dont le maire, par son pouvoir de police et ses responsabilités, puissent mettre à l'abri ces enjeux, ses habitants notamment, ses activités économiques. Et on va les accompagner donc sur la prise de conscience de ce constat et comment faire face et mettre en place une organisation. Donc nous, notre système va permettre, à travers un couteau suisse numérique, d'identifier les enjeux, les croiser à des zones d'aléas et ainsi mettre en place des plans d'action gradués de ces collectivités. Et on voit que plus récemment, avec cet été notamment, les feux, les incendies qui ont touché le bassin d'Arcachon, oui, que la sécheresse, par exemple, va entraîner d'autres phénomènes. Donc les incendies, la canicule, et donc il va faire un effet de surcrise. Et donc comment les collectivités vont gérer ces différents phénomènes, l'intensité de ces phénomènes, c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur lequel on travaille. Et depuis 2 ans, on a essayé de développer des outils de collaboration entre les collectivités. Et on l'a vu cet été, quand il fallait évacuer 6000 personnes du bassin d'Arcachon, il faut les reloger. Il y a des gens il y avait des touristes aussi, donc trouver des relogements. Et là, on va faire appel à la solidarité locale. Et à travers les outils qu'on développe, on va pouvoir plus facilement permettre d'identifier un centre d'accueil sur une commune limitrophe, plus facilement identifier des moyens matériels qui peuvent être mobilisés, parce qu'on connaît les ressources financières des communes, elles ne sont pas forcément illimitées, notamment en termes d'acquisition de matériel. Et c'est le vrai enjeu d'aujourd'hui, à travers une loi qui est apparue il y a 1 an, la loi Matras, qui vise à créer le plan intercommunal de sauvegarde. Donc nous, on va s'adresser à travers notre système et l'accompagnement sur cette capacité d'adaptation des collectivités à faire face à l'intensité de ces événements et aux conséquences qu'elles induisent derrière. Très bien, donc surcrise et risque systémique en fait. Oui, tout à fait. Ça marche. Marc, je voulais rebondir. Tout à l'heure, tu parlais de la responsabilisation et de la culture de la responsabilité. Comment est-ce que, selon toi et selon Fondation Maïf, on pourrait encourager cette culture à la fois de meilleure connaissance du risque et culture de la responsabilisation ? Un des sujets, c'est de ne pas avoir peur de parler du sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet qui fait un peu peur parce qu'on a laissé les gens s'installer. C'est un peu difficile de leur expliquer ce qui va leur arriver. On se rend compte quand même, quand on fait des études sur la connaissance du risque, pour des gens installés en zone à risque, sur la connaissance du risque, finalement, les gens ont une connaissance diffuse du risque. Ils disent oui, ça peut arriver, mais ils ne se sentent pas très concernés pour plein de raisons. Quand on leur explique ce qui peut se passer, les conséquences que ça a sur leurs biens, sur l'impact que ça va avoir sur eux, sur les traumatismes que ça peut créer, sur les pertes, sur des choses qui ont de la valeur affective, on a des consentements à payer. C'est-à-dire, en gros, vous seriez prêt à payer combien pour que la même maison, elle soit en gros pas dans la rivière, mais 200 mètres plus loin. Les consentements à payer peuvent être du tiers de la valeur de la maison. Donc sur des biens dans le sud, avec des maisons qui valent à peu près 300 000 €, ça veut dire que le consentement à payer serait de 100 000 €. Donc c'est vraiment très très important. Et, or, comme on n'explique pas très bien tout ça aux gens, pour plein de raisons, les raisons que j'ai évoquées dans la chaîne immobilière, parce que peu de gens ont intérêt à bien l'expliquer, finalement, la découverte est un peu douloureuse. Et on a aussi un autre phénomène qui est le fait que on est... comment je vais vous expliquer ça ? On est dans un schéma, malheureusement, où on a dilué la responsabilité. Pour faire court, les systèmes de solidarité mis en œuvre, donc la mutualisation, les assurances, le régime de catastrophe naturelle, finalement la redistribution que j'évoquais tout à l'heure entre une zone où il n'y a pas trop de risques par rapport à une zone à risque, ne pousse pas tous les acteurs, qu'il s'agisse du particulier jusqu'aux décideurs, à mettre en place des politiques de prévention. Ce qu'on nous répond finalement souvent, c'est de toute façon, ça sera couvert par l'assureur, par le régime de CatNat. Donc même si ça se produisait, je ne le souhaite pas, j'y crois pas, on sera couvert.
La seule difficulté, c'est que si vraiment, et malheureusement, si les phénomènes qu'on voit arriver se produisent, hein, on a parlé du feu, il y a des sujets sur la sécheresse, il y a des sujets sur les inondations, sur les submersions marines, si ça se produit dans 10, 15, 20 ans, il est probable qu'il sera difficile d'assurer certaines zones. Aujourd'hui, en Californie, pour prendre l'exemple de la Californie, vous savez, il y a beaucoup de feux en Californie, il y a des zones entières, mais sur des villes entières, il n'y a plus d'assurance. Les assureurs ont dit, nous, on n'assure plus. Si vous voulez reconstruire dans ce village ou construire au milieu de la forêt votre maison en bois, c'est votre problème, c'est votre responsabilité. Si ça brûle, c'est vous. Personne ne viendra vous aider. Voilà. Donc là, on est sur un sujet complexe en France, parce qu'il y a une vraie culture de cette solidarité, qui est une bonne chose, mais qui doit aussi, de temps en temps, faire appel à un certain degré de responsabilité de tous les acteurs qui doivent choisir un certain nombre de choses, et ça va de l'emplacement, là où on construit, les terrains qu'on rend constructibles, jusqu'à toute la politique, évidemment, d'accompagnement en cas de sinistre, puisque de toute façon, il y a des gens qui y sont, donc il faut bien faire ce travail, mais je pense que ça serait bien d'éviter de continuer à en mettre. Voilà. Merci Marc. Peut-être dernière question Paul, et puis ensuite on prendra des questions dans la salle. Juste Ronan, je voudrais juste dire, c'est une nouvelle notion, cette notion du consentement à payer, hein, qui est très importante. Pendant longtemps, on pensait que les gens, finalement, ils n'étaient pas prêts à payer parce que de toute façon, l'assureur paierait. En fait, on se rend compte que le consentement à payer sur des démarches collectives, quand on interroge les gens, est-ce que vous êtes prêts à participer au financement de la digue qui va vous protéger de la plage, pour reprendre l'exemple de Xynthia, le consentement à payer de 90 € en tout. C'est-à-dire, je suis prêt à participer à 90 € à ce financement. Autrement dit, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'État, des collectivités. Protégez-moi. Vous m'avez laissé construire, protégez-moi. Quand on vient sur le bien individuel et qu'on explique le traumatisme qu'il y a derrière, les pertes qu'il y a derrière, le consentement, comme je vous l'ai dit, sur un plan individuel, est beaucoup plus important pour éviter d'avoir été là. Merci pour cette précision. Et pour info, le régime CatNat et la cotisation CatNat, c'est de l'ordre de 20 à 30 €. Et donc là, tu donnais un exemple à 90 €, effectivement, sur un consentement à payer pour des ouvrages. Et donc, c'est peu, en fait. Paul, par rapport à cet été, donc du coup, on a vu qu'il y avait une crise systémique, sécheresse, pénurie d'eau, etc. Et feu de forêt, tu en parlais. Quels ont été les enseignements clés, à la fois pour le numérique, mais aussi pour les collectivités ? Déjà, la responsabilité des communes face à ces événements, même si l'État va venir en soutien quand l'ampleur est importante. Et donc, il y a une prise de conscience aussi des maires de leur exposition et de leur responsabilité. On parlait d'assurabilité, mais aussi de responsabilité du maire face à ces situations. Et puis aussi la capacité à répondre aussi l'organisation. Et donc on va essayer de développer la prévention plutôt que de réagir à chaud face à une situation, comme on a tendance à faire souvent, à attendre que la catastrophe arrive. Il y avait un autre exemple aussi que je voulais présenter. Donc on a connu quelques semaines de sécheresse quand même assez intense cet été. Et dans les Ardennes, par exemple, il y a une activité agricole qui produisait du méthane. Il y a eu une panne et ça s'est écoulé dans une rivière. Quid, plus d'eau dans la rivière, donc pollution, et comment le territoire va traiter cette pollution. Et donc voilà, il y a différents effets entre des effets naturels, des effets liés aux activités humaines, et derrière l'anticipation et toutes les actions qui sont liées à l'anticipation et à la prévention vont venir intégrer les plans qu'on met en place et on va dire aller plus loin que le spectre des plans de prévention des risques, notamment sur les orages diluviens où du fait de la forte urbanisation de certains lieux ou de la nouvelle urbanisation de certains lieux, on va avoir des phénomènes de ruissellement qui vont être plus importants et comment préparer l'évacuation de ces populations si aujourd'hui elles sont installées, on ne peut plus vraiment les déloger. Enfin, c'est vraiment un sujet très sensible de déloger les populations. Donc voilà, comment travailler l'anticipation aujourd'hui chez les collectivités et sur toute taille de collectivité. Oui, puis il y a un attachement très fort au territoire, souvent. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je propose qu'on prenne un temps de questions-réponses. Il nous reste un petit peu de temps. Et n'hésitez pas à poser vos questions ou à approfondir des points ou clarifier des points qui ont été développés. Bonjour, j'avais une petite question par rapport au régime CatNat et puis au risque naturel. Ce que je comprends, c'est que le risque tempête, c'est un risque qui est assuré par des assureurs classiquement, qui fait tempête, grêle-neige, donc qui ne fait pas partie des CatNat, et que les CatNat, c'est entre autres les inondations. On voit que sur la prime CatNat qui est payée sur toutes les assurances, ça a monté à 6%, 9%, 12%. Donc en gros, l'appartement parisien, il paye la prime CatNat pour la vallée de la Roya.
C'est quoi l'avenir de ce système CatNat? Je crois qu'il est question de le monter de 12 à 18%. Est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce qu'on va faire évoluer ce système? Puisque vous avez dit qu'il n'était pas suffisamment responsabilisant. C'est un vrai sujet. À la fois, il faut l'augmenter parce que de toute façon, on va dire la caisse qui est là pour prendre en charge les sinistres aujourd'hui n'est plus en capacité déjà quasiment de les prendre en charge, notamment si on prend en charge tous les sinistres liés au retrait gonflement des argiles, les maisons qui se fissurent. Donc là, il y a un sujet. Donc si on ne renforce pas la caisse, on ne pourra pas prendre en charge tous ces risques-là. Et c'est même plus un sujet assureur. Mais vous avez raison. Si on continue à faire payer à tout le monde et qu'il y a une forme de lissage du coup sur tout le monde, ça pose la question de est-ce qu'on continue à se mettre n'importe où? Voilà. Et c'est une vraie question de responsabilité. Donc je pense qu'il faudra à un moment, d'une façon ou d'une autre, que les citoyens, enfin les acteurs, les décideurs, assument les décisions qu'ils prennent. On ne peut pas dire je construis dans la rivière, j'ai de l'eau tous les ans qui bousille ma maison et tous les ans l'assureur paye pour refaire la maison. Parce que finalement, vous avez raison, il y a quelqu'un d'autre qui lui a pris et fait un choix plus responsable qui paye pour ça. Donc ça va un petit peu, ça ne durera peut-être pas éternellement. Voilà. Donc c'est un vrai sujet et pourtant l'assurance, c'est un vrai phénomène de mutualisation du risque entre des gens qui vont être exposés à l'aléa et d'autres qui ne le sont pas, un peu comme en santé. Donc c'est vraiment un truc vertueux qu'il faut privilégier. Mais il faudrait le faire avec un certain sens des responsabilités. Et c'est vrai que le système actuel, pour plein de raisons, ou peut-être parce que la régulation du système n'est pas assez forte, mais en tout cas le système actuel a certains effets pervers, et notamment le fait que peu de gens se préoccupent réellement de la prévention. Moi, je ne vais pas citer des zones, mais par exemple dans l'île de Ré, il y a eu des zones noires après Xynthia. Je peux vous garantir qu'elles sont devenues rouges ou rouge clair aujourd'hui. Donc on reconstruit dans ces zones-là pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises. Donc dans 20 ans, 25 ans, il y aura un nouveau Xynthia et à un moment, le système collectif ne pourra plus tout payer. Voilà. Merci Marc pour ta réponse. On a d'autres questions par là? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des assureurs qui commençaient à faire des choix. Comment vous l'observez et est-ce que du coup, est-ce que ça mène pas à ce que tous les assureurs fassent ça en fait finalement? C'est le risque. On l'observe tout simplement parce que vous avez des zones où, alors si on parle d'assurance de collectivité, il n'y a plus beaucoup d'assureurs qui veulent bien les assurer. Sur les particuliers, nous on le sait parce que dans nos études, on a des relations avec d'autres assureurs, notamment ceux qui aiment bien gagner beaucoup d'argent très vite, préfèrent ne pas assurer les zones où ça va coûter cher. Donc, ils ne le disent pas, mais vous avez des tarifs qui sont multipliés par 2, par 3, par 4 sur ces zones-là, et donc finalement ils sortent du marché, donc ne restent plus que les autres assureurs, qui évidemment, eux, vont faire payer aux gens qui n'ont pas de risque de quoi financer ces risques-là. Donc ça tiendra jusqu'à ce que ceux qui payent à Paris, au 2e étage, pour prendre l'exemple qui a été cité, disent ça suffit, je change d'assureur, et je vais chez celui qui veut gagner beaucoup d'argent parce qu'il est beaucoup moins cher, lui, sans savoir que c'est parce qu'il n'assure pas ces zones-là, quoi. Donc ça, c'est un vrai sujet de place. Est-ce que tout le monde joue le jeu et tout le monde participe? Et si certains se retirent, comme ça s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des zones où les assureurs ont dit non, on n'assure plus dans les zones où ça crame parce que ça nous coûte trop cher. Donc ils sont sortis. Restés les petits qui ont dit non, on continue, ils ont tous fait faillite. Donc ils ont tous disparu. Donc le problème, il est réglé, il n'y a plus d'assureurs sur ces zones. Voilà. Merci. Je crois qu'on a une autre question. Oui, merci pour votre exposé. Est-ce que face à ces risques qui sont de plus en plus systémiques, on ne peut pas se dire que le système assurantiel aujourd'hui a atteint ses limites? Puisque c'est le cas là, c'est compliqué pour les risques climatiques, mais c'est aussi le cas pour le risque cyber, par exemple. Qu'en pensez-vous? Non, c'est un équilibre entre les coûts et les dépenses. Il est probable qu'à un moment, on ne pourra pas tout payer. Donc vous avez la question des franchises qui va se poser, etc. Ça reste une couverture utile pour plein de situations, pour plein de gens. Donc je pense qu'il a de l'avenir, mais il faut le réguler. Par exemple, il faut arrêter de construire dans des zones où on sait qu'il y aura de l'eau tous les ans. Ça n'a pas de sens. Voilà. Or aujourd'hui, voilà, on prend des exemples. On a parlé de l'artificialisation des sols. Vous avez dans le sud des zones entières où il y a des petits cours d'eau qui font des débits infimes. Et on sait que dès qu'il va pleuvoir, parce qu'on a artificialisé tout autour, l'eau va monter à une très grande vitesse et tous les biens qui seront en bas seront sous l'eau. Tout le monde le sait. Mais on continue à artificialiser les sols. Alors qu'on ne devrait pas. Voilà. Donc là, on est sur le sujet de la responsabilité de tous les décideurs qui participent à ces choix, avec une obsession, alors ça c'est un avis personnel, une obsession parfois dans les collectivités qu'il faut croître.
qu'il faut plus d'habitants, qu'il faut plus de commerce, qu'il faut croître. Croître, ça veut dire des bâtiments, l'artificialisation des sols et des problèmes demain. Voilà. Merci beaucoup. On doit clôturer cette table ronde. Merci beaucoup Marc, merci beaucoup Paul pour votre témoignage. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir.